Les gestes du quotidien étaient devenus quasiment impossibles. Faire les courses, m'habiller, me demander un effort. Et donc, voilà, avec le recul, je pense que tout aurait pu être différent au jour d'aujourd'hui. Je crois que dans un premier temps, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Au retour de la maternité, nous étions en travaux à la maison. J'ai allaité 1 mois. Donc d'abord, ça a commencé par une fatigue. Je ne dormais pas suffisamment. Beaucoup de stress, peur de ne plus être à la hauteur. Ça devenait compliqué de m'occuper de mon bébé, de le langer. Un épuisement total. J'ai commencé à perdre du poids. Mes idées devenaient un peu sombres. J'avais l'impression un peu d'être prise au piège, comme si je n'allais pas trouver une issue. Et donc je me cachais. J'avais un peu honte de la personne que j'étais devenue. Je n'arrivais plus à faire face au quotidien, le bébé, la maison, ma famille. J'ai tué, je me suis cachée. Et avec le recul, je pense que tout aurait pu se terminer autrement. On peut observer plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Je vous en expliquerai 3. Le premier, on peut rencontrer des personnes qui sont assez exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, qui ont ce qu'on appelle en psychologie une croyance vis-à-vis d'elles-mêmes qui pourrait être limitante. Elles ont comme valeur très importante le fait d'être une maman très disponible, d'être une épouse présente et de bien faire pour son entourage en fait. Donc si on part de ce constat-là, lorsqu'on peut avoir un enfant, plusieurs, eh bien, ça a quand même un bouleversement dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, et il faut pouvoir s'adapter à cette situation-là. Mais c'est tout nouveau en fait, donc parfois il y a des choses pour lesquelles on n'arrive pas à suivre en fait. Donc ça c'est une série de croyances, de valeurs qui peuvent être issues finalement de la personnalité, des expériences de vie que la personne a rencontrées et voilà, de son éducation. Et donc, c'est un petit peu des petits messages comme fais plaisir aux autres, sois parfait, qui peuvent à la fois amener à ce que la personne fasse beaucoup de choses positives, mais qui peuvent aussi parfois être négatifs. La deuxième chose, je dirais que ce sont des stresseurs qui peuvent être extérieurs à la personne, qui peuvent être par exemple à l'arrivée d'un enfant, en plus de ça d'autres facteurs comme un déménagement, des travaux, des difficultés familiales, des difficultés conjugales, d'autres enfants à gérer, notamment pour parfois des enfants qui ont aussi leurs difficultés, qui peuvent être à une période critique de leur vie ou qui peuvent avoir des difficultés de santé aussi, donc ça fait une accumulation de choses. Et le troisième élément que j'aimerais vous expliquer, c'est le fait que quand on est fort disponible, quand on se rend fort disponible pour les autres, qu'on est vraiment soucieux de bien faire, qu'on a un environnement qui peut parfois être source de stress et que on ne se préoccupe pas suffisamment de ses besoins personnels, on arrive à une forme d'épuisement qui est psychique et physique. La personne se sent très fatiguée, ne se sent plus à la hauteur d'arriver à faire tout ce qu'elle a envie de faire. Et donc, on peut aussi observer d'autres symptômes qui peuvent être concomitants à ceux-là, qui peuvent être des troubles psychosomatiques, des difficultés à dormir, des difficultés à se concentrer, à mémoriser certaines nouvelles informations, à avoir une attention soutenue. Parfois, certaines personnes n'arrivent même plus à suivre une émission, à lire un magazine, parce qu'elles se sont constamment débordées. Finalement, leur attention, le fait qu'on est aussi dans un système où on manque de sommeil, en tant que jeune parent, tout jeune parent connaît ça, le manque de sommeil, mais parfois ça peut durer des mois et des mois en fait. Donc plus l'épuisement qu'on peut connaître, parce qu'on se rend compte que on n'arrive pas à suivre, on s'est mis une pression et on n'y arrive plus à suivre, donc on a le sentiment de craquer en fait à un moment donné, comme il y a un sentiment un peu d'échec, de ne pas réussir à faire tout ce qu'on voudrait faire.
Quand je suis rentrée de la maternité avec Charles, j'étais très fatiguée. J'ai allaité mon bébé, la maison était en travaux. On recevait nos amis dans les poussières, nous n'avions pas de cuisine équipée. J'avais déjà fait un baby blues pour ma fille qui a 13 ans. Ce baby blues n'avait pas duré plus de 2-3 jours. Pour Charles, il a duré un peu plus longtemps. Je pense que ça a duré une petite semaine où j'avais des yo-yo émotionnels, où je passais de la joie à la tristesse. Voilà. Après, cette fatigue s'est installée, mais mon compagnon était présent, donc on partageait les tâches au quotidien. Ça m'a aidé. Pierre est resté près de moi 2 mois et demi. Et puis, ma fatigue est devenue de plus en plus intense. Les choses devenaient de plus en plus difficiles pour moi. M'occuper de mon bébé, des choses que je ne verbalisais pas forcément, parce que j'avais honte tout simplement. Et puis, Pierre a dû reprendre le travail, après 2 mois et demi de présence à mes côtés. Et ça, c'était quelque chose... je ne voyais pas ça... possible pour moi. Et donc, je voyais tout le monde lui demander comment allait se passer sa reprise au boulot. Et moi, j'avais envie qu'on me demande, mais toi, est-ce que tu es prête à ce que Pierre reprenne le travail? Et donc, voilà, Pierre a repris le travail et je n'ai pas fait face. Tout est devenu très sombre, très compliqué, très lourd. Les gestes du quotidien étaient devenus quasiment impossibles. Faire les courses, m'habiller, me demander un effort. Et donc, voilà, avec le recul, je pense que tout aurait pu être différent au jour d'aujourd'hui. Alors, je dirais que déjà, c'est pouvoir peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, en fait. Prendre conscience qu'on est en difficulté et que malgré tout ce qu'on peut tenter de mettre en place pour sortir de ces difficultés, parfois on n'y arrive pas, en fait. Hein. Et ça me semble important de pouvoir en parler. Pouvoir en parler dans son entourage, qui peut être proche bien sûr, mais peut-être à des personnes de confiance extérieures, souvent des professionnels de la santé, comme un médecin, comme une PEPS de l'ONE ou tout thérapeute qui pourrait venir aider la personne. Et dans ce travail d'aide, de prise conscience de l'aide, pour revenir aux trois points précédents, on peut accompagner la personne de cette manière-là, c'est-à-dire déjà prendre conscience que parfois on a des croyances qui peuvent être limitantes. Ce sont comme des petits programmes informatiques qui tournent en boucle dans votre tête, des petites voix. Tu dois faire ceci, il faut faire cela. Déjà prendre conscience de ces croyances limitantes, d'observer les points positifs et négatifs de ces croyances, et puis de s'autoriser une espèce d'antidote. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais dans ta maison que ça fait de toi une mauvaise maman. Non, tu es une bonne personne quand même, tu essaies de faire du mieux que tu peux, et c'est normal parfois de ne pas y arriver. Ça c'est par rapport aux croyances. La deuxième chose, c'est aussi prendre conscience de son environnement, de tous les stresseurs qui peuvent être extérieurs, et peut-être de relativiser, prendre un peu de recul, de parfois être peut-être un peu moins exigeant vis-à-vis de son entourage, de pouvoir aussi se concentrer sur une différente façon de communiquer. Au lieu de communiquer peut-être sous une forme peut-être de critique ou de reproche, d'arriver à verbaliser ce qu'il ferait du bien, quels sont ses besoins, comment pouvoir parler de ses émotions sans pour autant être dans une interaction qui pourrait paraître agressive. Ça peut être aussi intéressant d'apprendre à dire non. Parce que c'est vrai que quand on est soucieux de bien faire, d'aider les autres, on va accepter pas mal de choses en fait. Et il faut peut-être parfois s'interroger, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que je suis compétent pour le faire? Tiens, ou est-ce que cette personne qui m'a demandé quelque chose, elle ne peut pas faire une partie en fait, du trajet avec moi en fait. Donc ça, ce sont tous des éléments qui permettent de prendre conscience que on a bien sûr un entourage. C'est important d'être soutenu justement quand on est une jeune maman. C'est très important d'être soutenu. Vous savez, dans certaines cultures, il y a une présence de l'environnement
l'environnement familial pendant plus d'1 mois, où les mamans, les belles-mères, les cousins, les cousines viennent aider, donner du soutien à la maman qui ne sait pas toujours comment faire avec son enfant, ou qui a parfois besoin d'aide pour ses autres enfants. Et donc, avec l'environnement, c'est pouvoir se dire, oui, je suis entourée, mais parfois, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur quand on n'y arrive pas. Et enfin, ce qui me semble aussi très important, c'est pouvoir identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits. Parce que lorsqu'on est épuisé physiquement et mentalement, on a parfois des gens j'ai parfois des gens qui viennent me dire « Vous savez, j'ai vraiment envie de prendre mes valises et de partir très loin. » C'est vraiment un indicateur que on n'a pas assez de temps pour soi. Et ça arrive, c'est très fréquent quand on est un jeune parent de ne pas avoir assez de temps pour soi, mais ça arrive d'autant plus quand on n'a pas l'habitude en fait de se préoccuper de ses besoins. Donc identifier ses besoins personnels qui ne sont pas satisfaits pour ensuite se donner des petits objectifs qui soient réalistes, réalisables et de se sentir avancer pour sentir un état de mieux-être qui va évoluer petit à petit, de pouvoir identifier les choses qui sont agréables pour soi-même. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée aujourd'hui qui a été sympa quand même? Tiens, qu'est-ce que mon entourage a fait pour moi qui a été agréable? Et comment est-ce que je peux le remercier en fait d'avoir fait ça ou ça pour moi? Et donc ça entretient un esprit plus positif finalement, et ça permet aussi de cultiver la gratitude autour de soi. Peut-être un préambule, c'est que c'est aussi important pour les personnes de ne pas forcément avoir un diagnostic bien précis en fait. Parce que quand on s'attribue un diagnostic finalement, c'est un peu comme mettre une étiquette sur un bocal. Voilà, je suis dépressif et donc ça donne une connotation qui peut parfois être un peu négative. Ce qu'on peut voir, c'est que la personne ressent un mal-être, elle peut avoir des émotions très difficiles à gérer, des pensées difficiles à gérer, des comportements qui sont difficiles pour elle. Donc ça, c'est plutôt en guise de préambule. Ceci dit, par rapport à la différence entre une dépression postpartum et un baby blues, je dirais que le baby blues, c'est quelque chose qu'une maman peut ressentir parce qu'il y a entre le moment où elle est enceinte ou elle accouche, il y a un changement hormonal qui s'installe, qui est assez important, un bouleversement hormonal, puis il y a l'arrivée de l'allaitement. Donc de manière déjà physiologique, c'est un changement. Et donc la maman avait son bébé dans son ventre, le bébé est à l'extérieur, et donc c'est déjà un bouleversement. Donc sur le plan hormonal, ça peut déjà être un peu déstabilisant. Mais je dirais que le baby blues, si la maman est bien entourée par le papa, par la famille, élargie, si elle est conseillée, aidée, ça passe après quelques temps en fait. Disons que la dépression postpartum a, je dirais, a des symptômes qui sont peut-être semblables, mais l'intensité et la durée. Voilà, et dans tout ce parcours thérapeutique, je soulignais quelque chose qui était très important pour moi, c'est le soutien de la PEPS, qui m'accompagnait et qui m'accompagne toujours pour les soins de Charles. J'avais l'image d'une PEPS présente pour peser le bébé, pour me donner des conseils sur l'alimentation, et j'ai découvert que c'était bien plus que ça en fait. J'ai ressenti un soutien très riche, soutien à la parentalité. J'attendais ses visites intensément. Elle n'a jamais compté son temps pour moi. Discuter, être entendue dans mes souffrances, c'était très important pour moi. Sans jugement, pouvoir exprimer ses ressentis. Je lui dis merci, merci. Alors comment faire pour consulter un psychologue? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant de votre région qui peut vous orienter vers des psychologues de référence de sa région. Vous pouvez aussi aller sur internet. Il y a des sites internet qui référencient les différents psychologues, et il y a aussi des psychologues de première ligne. Donc vous pouvez, si vous avez peu de moyens financiers, parce que malgré tout une consultation en privé, ça représente le coût des honoraires, même s'il y a un remboursement partiel de la mutuelle, c'est pas toujours accessible pour tout le monde. Il y a aussi les psychologues de première ligne où le montant de la consultation est beaucoup plus accessible pour tout un chacun, et donc là il est nécessaire d'avoir une prescription médicale
de son médecin. Et il y a de nouveau évidemment des sites de référence pour ces psychologues de première ligne.